Alors voilà, bon, depuis hier, vous allez entendre ceci. Je vais faire un petit partage d'écran, comme ça vous pouvez vous rendre compte de ce qui se passe réellement. Il n'y a pas de son. Shalom à tous. Bernard, quand tu fais le partage d'écran, tu dois aussi sélectionner, tu dois cocher aussi partage du son, sinon ça ne marche pas. Quoi dit? Tu dois sélectionner partage du son également. Ah, partage. Il faut le cocher, regarde un peu. Ouais. Ok. C'est normal qu'il n'y ait pas de son parce que c'est la minute de silence. Pendant 2 minutes, toute une nation a suspendu ses activités comme si la vie s'était arrêtée. C'est quelque chose de très poignant et d'émouvant. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vais vous le montrer en chanson. Pardon pour les images qui vont être très dures, mais vous allez comprendre ce que nous commémorons. Vous entendez? Non, il faut sélectionner partage du son directement avec le programme, comme ça le son est directement diffusé dans Oui, le mais Zoom. s'il ne sait pas où aller le chercher, il faut que tu lui expliques. Il ne sait peut-être pas où aller le chercher, partage du son. Ah, attends. Je vais revenir donc. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je dois arrêter mon partage d'écran? Tu peux l'arrêter et le refaire, mais quand tu le refais, tu appuies partager, tu dois cocher partager le son. Je pense que c'est en dessous vers la gauche. Ah, bon. Voilà. Donc, voilà. Tu vois, tu as vu? Non, je n'ai pas vu. Sinon, envoie-moi le lien si tu veux, je vais te le mettre. Laisse-moi juste le temps. Arrêter la vidéo. Pourtant, le son est activé, c'est ça que je ne comprends pas. Mais il faut faire le partage du son, sinon le programme ne le diffuse pas. Ah bon. Donc, voilà. Alors, donc c'est sur la gauche que tu me dis, hein? Je pense bien parce que je n'ai pas en mémoire comme ça. Attends. Écran, partager. Oui. Je pense que c'est un petit peu en dessous avant que tu cliques sur partager.
rien de tout ça. Normalement, ça devrait fonctionner. Vous êtes en train de partager votre écran. Oui. Et puis, mettre le partage en pause. Hein. Contrôle à distance, application. 1, 2, 1, 2. Bon, ça ne fait rien. Je vais recommencer. Si ça ne va pas, vous m'arrêtez. Je passerai à autre chose automatiquement, quoi. Décembre, hiver 43, nom du code d'Europe. Le manteau, valise et chapeau, marchant comme un troupeau, savent-ils vraiment ce qui les attend? D'autres certainement. Écoute son histoire, écoute ce violon qui pleure au nom de la mémoire, écoute grâce sans douleur, et même Ça s'entend pas très bien. sourit comme pour dire merci à celle qu'il aime. A-t-il compris qu'il y a des voyages d'où on ne revient pas, des trains pour nulle part? Il voudrait rester juste l'enlacer, être né comme elle, ne plus se cacher, partager sa vie, revoir ses amis, Adam, toi et écoute son histoire, écoute ce violon qui pleure au nom de la mémoire, écoute grâce et sans douleur, et même si le boîtier, sa triste musique reste en lui. Il va l'écho, la fin du ghetto, quelques étoiles sur un drapeau, mais la sienne qu'il portait si haut, c'était son défaut. Voilà, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qui se passe. C'est horrible. De commémoration, bien sûr, et pas n'importe quelle commémoration, c'est celle d'un. On n'entend plus rien. On t'entend plus, Bernard. Ah. Et comme ça, vous m'entendez? Oui, là, ça va. Maintenant, oui. Ah, voilà. OK. Donc, aujourd'hui, hier, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu des sirènes retentir pendant 2 minutes dans tout le pays.
Israël. Toute la population s'est arrêtée, s'est levée, s'est figée, comme si le temps n'existait pas. Toute activité suspendue. Les piétons s'immobilisent, les voitures s'arrêtent sur le bas-côté, même sur les autoroutes. Et tout le peuple observe 2 minutes de silence en hommage aux victimes de la Shoah. Et après la sirène, eh bien, les dépôts de gerbes au pied de 6 flambeaux par des dignitaires, des représentants de survivants ou des autres institutions sont prévus. D'autres sites de commémoration en Israël, comme le kibbutz des combattants du ghetto de kibbutz Yad Mordechai, accueillent également des cérémonies commémoratives. Et pendant 2 jours, ça va être le temps de la commémoration, du souvenir. Pourquoi se souvenir? Et vous savez que si on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, on est condamné à revivre les mêmes choses plus tard. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir non pas sur ce qui s'est passé durant la Shoah, parce que là, vous allez avoir des témoignages sur les réseaux sociaux, à la télévision, partout. Il reste encore des témoins de ce qu'ils ont vécu. Ces témoins commencent à devenir âgés. L'âge moyen de ces témoins-là est de l'ordre de 85 ans. À Auschwitz, il y a des commémorations, des prières qui vont être faites, etc., pour les martyrs. Donc, il y a toujours des baraques aussi, il y a toujours des preuves tangibles de ce qui s'est passé. Or, le gros problème, c'est que les témoins vont disparaître. Les baraques d'ici, je vais dire un siècle, vont disparaître également. Tout va disparaître. Et nous avons un ennemi. Un ennemi qui veut effacer cette mémoire. Et c'est contre ça, aujourd'hui, que je m'insurge depuis des années, avec d'autres aussi. Et c'est contre ça, et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est des gens qui nient la Shoah, la négation de la Shoah. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite vidéo dont les images sont terribles, sont presque insupportables. Mais c'est pour que ça rentre bien dans nos esprits qu'il ne faut pas oublier. On devrait, dans les écoles, même avoir une éducation spéciale pour se souvenir de ces choses atroces qui sont arrivées il y a à peine 70 ans, 77 ans. La négation de la Shoah, c'est une forme de négationnisme. Ça remet en cause le génocide commis à l'égard des Juifs par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est généralement défendue par des militants d'extrême droite, des néo-nazis, et je vous assure qu'il y en a. Et par certains groupuscules, comme on dit, de l'ultra-gauche. Elle est aussi promue par des personnalités, des organisations politiques, des intellectuels, et dans tous les pays du monde. C'est une idéologie, bien sûr, une idéologie qui se présente elle-même comme une méthode historique. C'est ça qui est très grave, qui est très, très dangereuse. C'est une méthode historique alternative à l'histoire officielle. Elle est en réalité une négation de l'histoire et en conséquence condamnée par la totalité des historiens. Le négationniste,
c'est bien sûr un antisémite, pardon. Excusez-moi, je suis un peu ému. Donc, ça me touche énormément. Et le négationnisme consiste ainsi à prétendre, notamment par la négation de l'existence des chambres à gaz ou de la volonté d'extermination des Juifs d'Europe par les nazis, que la réalité ou le contexte de ces crimes relèverait d'un mythe. L'idée d'un complot juif destiné à propager la croyance dans la Shoah ou d'un complot juif à l'origine du conflit dont ils ont été victimes. Et c'est souvent l'un des moteurs de cette argumentation. Et c'est quoi ces thèses négationnistes qui sont très dangereuses? Parce que je vous dis, si on n'est pas formé à ça, eh bien, on se laisse prendre. Et il n'y a pas que des antisémites, hein. Il y a aussi des juifs qui sont antisémites. Et je pense notamment à Shlomo Sand. Shlomo Sand, c'est un juif, professeur d'université à Tel Aviv, conférencier international, donc qui jouit d'une réputation incroyable, et il profite de cette notoriété internationale pour dire que le peuple juif n'a jamais existé. Et c'est un juif. Au point même qu'il a demandé de se déjudaïser. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand Dinovitch ou Tatoui ou d'autres rabbins disent on n'a pas peur de l'ennemi qui vient de l'extérieur parce qu'on sait comment il pense, on connaît sa langue, on parle comme eux. Le danger vient à l'intérieur de notre propre peuple. C'est ça qu'ils voulaient dire. Alors, c'est quoi leur thèse? Eh bien, leur thèse, c'est les différentes thèses négationnistes relatives aux événements de la Seconde Guerre mondiale remettent en cause l'existence du génocide et la volonté planifiée d'extermination des Juifs d'Europe par les nazis. C'est vrai que d'une certaine manière, quand on voit les images, les images d'archives, les photos, les témoignages encore des rescapés aujourd'hui, on dit mais comment est-ce possible? C'est impossible, l'être humain ne peut pas faire ça. Et pourtant, il le fait. Et si aujourd'hui on dit plus jamais ça, parce qu'on l'a dit, on l'a crié, plus jamais ça, chaque année on dit plus jamais ça, il y a quand même eu d'autres génocides après, toujours plus perfectionnés dans la cruauté. Il y a eu les Khmers rouges, hein, il y a eu aussi au Venezuela aussi, il y a eu le Rwanda, partout dans le monde, il y a toujours cette haine de la race qu'on veut exterminer. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi les Juifs? Pourquoi se focaliser sur les Juifs? D'abord, je vous rassure tout de suite, le Juif ne fait pas de victimisation. Il ne se plaint pas en disant « je suis petit malheureux, je suis victime ». Non. Regardez de l'atrocité ce qu'ils en ont fait. Ils sont revenus dans leur pays et ils ont ressuscité leur pays, leur nation. C'est prophétique, hein? Vous voyez ça dans la Bible, tout au long de la Bible. Donc, ils ne font pas de la victimisation. Mais ils disent simplement, souvenez-vous, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça. Et si vous oubliez, vous êtes condamné à revivre les mêmes choses. Donc, cette remise en cause va de la contestation du nombre, 6 millions d'êtres humains, mais c'est impossible, ça ne peut pas être ça. Ou de la nature des victimes, mais ce n'étaient pas des civils, c'était des militaires, donc c'est normal qu'il y ait autant de morts. Ils vont même jusqu'à renier l'existence des chambres à gaz et des camps d'extermination. C'est très grave, très grave. Celui qui est déclaré comme
négationniste aujourd'hui est condamnable devant la loi, il va en prison. Tellement que et ce sont des idées très puissantes. Alors, par la manipulation, la falsification des documents, des textes, des photographies, eh bien, par les acteurs et les témoins de la solution finale. La solution finale. Nous, on parle de délivrance finale. Les nazis parlaient de la solution finale. Le rejet des preuves matérielles, les négationnistes, qui se nomment eux-mêmes révisionnistes. Ils revisionnent l'histoire en référence à la démarche, bien sûr, des historiens, affirment notamment tout ou en partie que, et là, j'ai fait une liste. D'abord, ils disent qu'aucun ordre ne fut donné en haut lieu pour exterminer les Juifs. Ce qui est totalement faux. Je le prouverai par la suite. Il n'y a pas de plan pour mener à bien une telle extermination. Archi faux. Il n'y a ni organisation ni budget pour mener à bien un tel ordre. C'est faux. Il n'y a pas dans les camps de concentration de matériel suffisant et efficace, le gaz, les fours, le combustible, et pour les bourreaux qui permettent de tuer en masse et donc pas de chambre à gaz. Ils disent même que la capacité des crématoires n'était pas suffisante pour faire disparaître des millions de corps. On a découvert des charniers partout en Ukraine. Le chiffre de 6 millions de morts est largement exagéré. Le négationniste parle de 200 000 à 1 million de morts, y compris les morts naturelles, précise-t-il encore. La mort de Juifs est imputable aux seules causes d'hygiène, typhus, et d'épuisement des prisonniers en camp de concentration et au bombardement des Alliés, bombardement des trains, des routes, des camps, des usines, etc. Or là, il y a une question à se poser, c'est que les Alliés, connaissant l'emplacement de Birkenau et d'Auschwitz, n'ont pas bombardé ces camps de concentration-là. Là, il y a quand même une réflexion à se faire. Pourquoi? Enfin, bon, ce n'est pas à moi à faire juge, évidemment. Alors, les Juifs, hors des problèmes d'hygiène et de nutrition liés à la guerre, et dont les nazis eux-mêmes auraient souffert, étaient relativement bien traités. Et pour certains, il ne s'agirait que des camps de travaux forcés. Est-ce que vous vous rendez compte? Et bientôt, ils vont dire que c'était une pure invention, quoi. Enfin, ils disent aussi qu'il n'y a pas de camp d'extermination, que l'Allemagne nazie ne porte pas la responsabilité de la Seconde Guerre mondiale et que les assassinats de Juifs ont été, dans certains cas, des représailles légitimes. On légitime le meurtre. Les crimes de guerre de l'URSS stalinienne, à ce moment-là, sont plus graves que les crimes nazis, qui donc relativement étaient des crimes de guerre comme il y en a souvent dans la guerre, comme il y en a encore aujourd'hui avec l'Ukraine et l'Union soviétique. Le génocide, écoutez-moi ça, le génocide est une invention de la propagande alliée, principalement juive ou sioniste. On sait bien qu'au milieu des thèses négationnistes, on trouve souvent l'argument consistant à accuser les Juifs d'être d'une façon ou d'une autre responsables du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. S'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'il y a eu
un complot sioniste, comme encore aujourd'hui, on parle de complotistes, hein, mais c'est ça. Il y a des singes de Sion, c'est-à-dire les Juifs qui veulent diriger le monde avec l'argent, avec bon. On entend encore des choses comme ça aujourd'hui. Alors cet argument ne peut cependant pas être qualifié de négationniste, car le négationnisme porte sur la réalité du crime et non sur la responsabilité ou les excuses des auteurs ou des complices. Voilà ce qu'ils disent. Le négationnisme sert toutefois à justifier une prétendue légitime défense des nazis contre les Juifs. Les nazis n'ont fait que se défendre, de sauver leur peuple en exterminant un autre peuple qui venait les envahir. Voici par exemple, c'est pour vous montrer à quel point c'est puissant. C'est un intellectuel qui écrit dans un journal. Regardez ce qu'il nous dit. Ça a été traduit par Vidal-Naquet. Le Troisième Reich voulait l'immigration des Juifs, non leur liquidation. Mon œil, maintenant, c'est que ce n'est pas vrai. S'il avait voulu les liquider, il n'y aurait pas en Israël 500 000 survivants des camps de concentration. Chiffre imaginaire. Touchant des indemnités allemandes pour des persécutions imaginaires. Pas un seul juif n'a été gazé dans un camp de concentration. Il y avait dans ces camps des fours crématoires pour brûler les cadavres de ceux qui étaient morts pour une raison quelconque et particulièrement à la suite de raids génocidaires des bombardiers anglo-américains. La majorité des Juifs qui moururent dans le pogrom et ceux qui ont disparu et dont la trace n'a pas été retrouvée sont morts dans les territoires contrôlés par l'URSS. Non par l'Allemagne. La majorité des Juifs qui sont supposés avoir été tués par les Allemands étaient des éléments subversifs, des partisans, des espions, des criminels aussi, souvent des victimes de représailles malheureuses, mais conformes au droit international. C'est un appelé Justin G. et ça a été écrit dans le Journal of Historical Review, la revue historique. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça existe encore aujourd'hui, des négationnistes. Des gens qui nient non seulement l'extermination des Juifs à Auschwitz, Birkenau et d'autres camps de concentration, mais qui nient également le génocide rwandais, le génocide des Khmers rouges. C'est ça qui est excessivement difficile. Et encore une fois, pourquoi on vous parle des Juifs ici? Pourquoi le Juif? Parce que on n'arrête pas de le dire. Le peuple juif, c'est l'échantillon de l'humanité. Tout ce qui lui arrive en bien comme en mal, eh bien, ça arrive dans toute l'humanité. Il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu un rabbin discuter avec un Hutu, un Tutsi, je ne sais plus, enfin, en tout cas, quelqu'un qui a réchappé au massacre, au génocide rwandais, et ils discutaient ensemble. On sentait dans leur discussion qu'ils étaient proches parce qu'ils avaient connu la même misère, la même tragédie. Et le rabbin juif a demandé, mais pourquoi vous venez chez nous suivre mes cours? Bon, c'était des évangéliques, bien sûr, donc ils étaient chrétiens. Et la dame lui répond, écoutez, vous, après la Shoah, vous avez pu rebondir. Israël en a la preuve. Nous, on n'arrive pas à rebondir. Alors on vient près de vous pour que vous nous enseigniez comment il faut faire. Comment il faut aller de l'avant après tout ce qui s'est passé.
voyez. Je peux vous le mettre, si ça vous intéresse, c'est sur YouTube. C'est un témoignage extraordinaire, bouleversant, de la part du juif et de la part parce qu'en plus, ils sont devenus pasteurs, missionnaires évangéliques. Et ils allaient suivre des cours chez Dinovich, pour ne pas le citer, et c'est là qu'ils ont confronté aussi bien leur malheur que leur espérance, leur espoir. Donc, en général, vous voyez, les négationnistes présentent les thèses des historiens sur les génocides nazis comme de la propagande au profit d'un nouvel ordre mondial qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, ordre mondial qui aurait profité, selon eux, à l'État d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de cette pensée. Il s'agit donc d'une théorie de complot de nature antisémite, comparable à la propagande diffusée par le protocole des sages de Sion. Combien de fois que je n'ai pas été interrogé sur le protocole des sages de Sion? Mais c'est une absurdité monumentale. Mais au plus c'est gros, au plus la couleuvre est grosse, au plus on l'avale, au plus on y croit. C'est ça le danger. C'est qu'on croit plus facilement le mal que la vérité, que le bien. Alors cette théorie du complot soutient également la thèse que les Juifs ont commencé à inventer la Shoah pendant la guerre. Donc, on a déclaré la guerre, et avant, en 1933, quand il y a eu l'Anschluss, quand on a fermé les frontières, eh bien, c'était déjà des Juifs qui prévoyaient déjà la création d'un État qui pourrait tirer profit du sentiment de culpabilité qu'éprouverait le monde occidental devant l'ampleur des massacres. Le modèle des Juifs, de la juiverie internationale, comme il dit. Le mobile des Juifs, ce serait quoi? On le sait, c'est quoi? Dans l'imaginaire des gens, un Juif, c'est quoi? Un Juif, c'est un rupin. Et un rupin, c'est l'argent, la luxure. Par le paiement des indemnités que l'Allemagne a versées après la guerre et la création d'un État juif. L'idéologie antisémite se mène ainsi, et notamment dans les pays musulmans, au sein de l'ultra-gauche et à l'antisionisme comme justification du négationnisme. Maintenant, on ne va plus parler d'antisémitisme, hein, parce que c'est condamné par la loi, ça. Vous me dites que je suis un sale juif, moi je vous assigne devant les tribunaux, vous allez être condamné. Mais si vous me dites espèce de sale sioniste, pourtant c'est exactement la même chose. Alors comment ils font les négationnistes? Comment ils font? Eh bien, dans le champ de la recherche historique, les arguments avancés par les négationnistes ont été unanimement disqualifiés et beaucoup d'historiens considèrent que la simple discussion de ces thèses est une perte d'énergie. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Parce qu'ils vont tout nier en bloc. Et plus vous leur montrez A plus B qu'ils ont tort, plus ils vont s'enfermer dans leur complotisme en disant que c'est vous qui voulez les manipuler. En fait, d'arguments, tous les travaux menés sur cette question mettent en lumière l'emploi de simples mensonges, d'une méthode hypercritique. J'expliquerai après ce que c'est la méthode hypercritique. Tout comme la dissimulation d'informations ou mensonge par omission, si on pourrait dire. Ils oublient forcément de dire « oui, mais ça, j'ai oublié de le dire. Oui, mais tiens, c'est important. » Ou la falsification de documents et de citations. Je vais vous donner ici quelques trucs d'historiens, quelques mensonges et quelques
et quelques méthodes hypercritiques. Hypercritique, c'est simple. C'est un tout petit fait insignifiant qu'on va monter en épingle. Et tout va tourner autour de ça. Imaginez que vous me voyez boire un verre de vin, un seul verre de vin sur, je vais dire, allez, à Pessard, c'est l'unique fois où vous me voyez boire un verre de vin, et tout autour de ça, vous allez monter quelque chose, vous dire, ben, c'est un ivrogne, il boit du vin tout le temps, voilà, c'est ça, voyez. Alors le mensonge, c'est quoi le mensonge? Eh bien, l'information donnée par les négationnistes est la plupart du temps simplement fausse. Par exemple, le nombre de victimes de la Shoah qui auraient été en permanence revues à la baisse par ceux que les négationnistes se plaisent à appeler les historiens officiels. Il y a 6 millions de morts d'êtres humains qui ont été exterminés. Les négationnistes vont descendre de plus en plus. Les négationnistes citent, par exemple, l'évaluation du nombre de victimes juives au camp d'Auschwitz-Birkenau, qui était, selon eux, de 4 millions. On commence par 4 millions sur les 6 millions au total. 6 millions, preuve à l'appui, dans les registres allemands. Et jusqu'en 1995, c'est pas si loin que ça, 1995, la guerre s'est terminée en 1945. Et qui aurait été revu à la baisse à 1 500 000 en 1995. Vous vous rendez compte? La réalité, cependant, qu'aucun historien n'a jamais avancé de chiffre de 4 millions. Ce chiffre qui était mentionné seulement sur une plaque apposée par les autorités communistes soviétiques puis polonaises. Ce chiffre était issu d'un calcul effectué en 1945 et visait l'ensemble des victimes du camp. Le mot « juif » n'apparaît que rarement, et vous comprenez pourquoi. Dans l'évocation par les soviétiques et les polonais de 4 millions de victimes d'Auschwitz. On n'est pas très glorieux, on n'est pas très fiers. Hein. Il n'y a donc jamais eu de chiffre de victimes juives revu à la baisse dans les proportions que prétendent les négationnistes. Jamais. Et les chiffres donnés par les historiens pour les victimes juives, pour Birkenau, par exemple, ont toujours varié entre 1 et 2 millions. Et se basaient sur des documents et des témoignages disponibles. Et pas de n'importe qui. De Rudolf Hösch, commandant d'Auschwitz, qui donne le chiffre de 1 million 13. Les négationnistes prétendent aussi qu'aucun ordre ne fut donné en haut lieu pour exterminer les Juifs. Mais moi, j'ai une preuve du contraire, là. La preuve du contraire, simplement justifiée, abondante par nombre d'historiens. Je vais vous en citer une ou deux. Exemple d'un rapport, Hitler a reçu en décembre 1942 un rapport d'Himmler établissant que 363 211 Juifs avaient été assassinés en novembre 1942. Rudolf Hösch, donc le commandant d'Auschwitz, écrit ceci: selon la volonté d'Himmler, Auschwitz était destiné à devenir le plus grand camp d'extermination de toute l'histoire de l'humanité. Au cours de l'été 1941, lorsqu'il me donna personnellement l'ordre de préparer à Auschwitz une installation destinée à l'extermination de masse et me chargea moi-même de cette opération. Ça a été écrit par Rudolf Hösch, le commandant d'Auschwitz. Et on a retrouvé la trace, l'écrit, le commandement d'Himmler.
Vous voyez que les négationnistes dissertent sur l'antisémitisme d'Hitler et font également fi des déclarations de ce dernier qui montrent qu'il nourrissait dès le début de sa carrière politique un fantasme d'assassinat des Juifs. Ce fantasme qui s'est transformé en réalité et en projet de 42 à 45. Alors, de la même façon, contrairement à ce que prétendent les négationnistes, de nombreux documents contemporains illustrent la politique d'extermination menée à bien par les nazis contre les Juifs. Et l'on dispose de toute une litanie de déclarations et de témoignages contemporains sur la volonté d'extermination des nazis et sur le déroulement du génocide. Allez, un dernier exemple, et puis je vous laisse tranquille avec ça. Dernier exemple tiré des obsessions des négationnistes, prétendent que la capacité des crématoires n'était pas suffisante pour faire disparaître des millions de corps. Et la preuve du contraire sont les suivantes. Les négationnistes se fondent sur la capacité de crématoires commerciaux destinés à usage industriel. Outre les fosses crématoires, les fours nazis sont des crématoires militaro-industriels. En 1939, la firme Torf und Schön a gagné un contrat pour construire un four à Dachau qui avait une capacité estimée d'1 corps par heure. En augmentant la pression de l'air et en juillet 1940, ils avaient fabriqué un fourneau capable de brûler un peu moins de 2 corps par heure. Il nécessitait 3 heures d'entretien par jour. Un calcul théorique montre qu'à Auschwitz, les crématoires, plus nombreux, construits sur ces principes-là, auraient suffi, dans une hypothèse de rendement maximal, c'est-à-dire sans arrêt pour l'entretien, brûler 1 700 000 corps entre avril 1943 et novembre 1944. Alors, vous parlez tout à l'heure de la méthode hypercritique. C'est quoi ça? Et la méthode hypercritique consiste à monter en épingle des faits exacts, mais insignifiants ou isolés, pour en tirer des conclusions qui vont à l'encontre de ce que l'examen de l'ensemble des faits connus implique. Ça veut dire quoi? S'il est prouvé qu'une personne s'est trompée ou a été peu précise lorsqu'elle témoignait sur les chambres à gaz, parce que bon, on a détruit beaucoup de documents, vous pensez bien, c'est énorme ce qui s'est passé là-bas. Eh bien, certains négationnistes présenteront ce fait comme une preuve que tout témoignage est mensonger. Puis, par extension, tous les témoins mentent ou se trompent. C'est une sorte de théorie de domino, voyez. Dans le même ordre d'idées, une critique négationniste du journal d'Anne Frank, dont on a fait sur Netflix, je pense que c'est sur Netflix ou sur Arte, un film, eh bien, est basé sur le fait qu'il contient des pages écrites au stylo à billes, alors que le stylo à billes ne se sont répandus qu'après la guerre. Cette critique passe sous silence le fait bien connu par les experts ayant analysé le journal qu'Otto Frank, le père d'Anne Frank, avait apporté des corrections au stylo à billes et que les feuilles volantes écrites au stylo à billes avaient été insérées postérieurement dans le journal par quelqu'un d'autre qu'Anne. Bon, les textes rédigés par Anne et authentifiés comme tels ne sont cependant jamais écrits au stylo à billes. Voilà les choses. Donc, pour publier le livre d'Anne Frank, on a fait des corrections au stylo à billes. Et alors, on monte en épingle, on dit, vous voyez que c'est le démenteur, le stylo à billes n'était pas inventé à ce moment-là. Sans parler de la dissimulation d'informations et d'éléments de réfutation. La méthode hypercritique qui tend à isoler de leur contexte les faits analysés
atteint son plus haut niveau dans l'occultation des sources contradictoires. Les négationnistes écartent ainsi les faits positifs, réfutant objectivement leur argument. L'occultation par les négationnistes des conclusions des travaux de Jean-Claude Pressac, par exemple, qui a fait beaucoup, qui a mis à jour, c'est un historien qui a mis à jour toutes ces archives et qui a permis de juger convenablement au procès de Nuremberg les hauts dignitaires allemands qui étaient là. C'est bien sûr un procédé particulièrement habile qui consiste à dissimuler un élément à charge, puis à substituer un second, un anodin. Par exemple, les négationnistes affirment que le poste des prétendues chambres à gaz était trop peu solide et peu étanche pour résister au gaz et à la pression d'une foule essayant de s'échapper. Attention, si on n'y prend pas garde, on peut se laisser piéger, hein, je vous le dis. Et à l'appui de cette thèse, les négationnistes présentent des photos de portes de chambres à gaz dépouillage, c'est-à-dire des locaux qui ne servaient pas à l'assassinat d'êtres humains, mais à les déshabiller. Et ils disent qu'en fait, aucune chambre à gaz n'est demeurée dans son état original et qu'il n'y a guère de moyen de déterminer exactement comment ces portes étaient en réalité. Pourtant, une porte découverte dans le dépôt du matériel du Birkenau nous en donne une idée. Elle est massive, renforcée de barreaux en fer. Et le Judas est protégé depuis l'intérieur par une grille de métal. Le verre du Judas est aussi protégé de tout coup porté de l'intérieur. Alors, si on résume un petit peu ce monstre qui sommeille, cet esprit d'Amalek qui est toujours là et qui veut détruire le plan divin en détruisant physiquement le peuple de Dieu. Eh bien, regardez un peu comment on va résumer les choses, hein, et puis je vous laisserai la parole. La négation de la Shoah est définie donc par l'historien Pierre Vidal-Naquet comme dans notre société de représentation et de spectacle, une tentative d'extermination sur le papier qui relaie l'extermination réelle. On résume ainsi les méthodes employées par les négationnistes. Vous savez, j'ai applaudi quand Ferguson est mort, c'est un des plus virulents négationnistes. Cette crapule, mais qu'il pourrisse en enfer. Je vous le dis sincèrement, moi. Je ne devrais pas parler comme ça, mais quand on a vu tout ce qu'on a fait à ces malheureux, simplement parce qu'ils étaient juifs. Donc, on peut résumer comme ça. Tout témoignage direct apporté par un juif est un mensonge, une affabulation. Tout témoignage, tout document antérieur à la libération est un faux ou ignoré ou est traité de rumeur. Tout document en général qui nous renseigne de première main sur les méthodes des nazis est un faux ou un document trafiqué. Tout document nazi apportant un témoignage direct et pris à sa valeur nominale, s'il est écrit en langage codé mais ignoré, s'il est écrit en langage direct. Tout témoignage nazi postérieur à la fin de la guerre, qu'il soit porté dans un procès à l'Est ou à l'Ouest, à Varsovie ou à Cologne, à Jérusalem ou à Nuremberg, en 1945 ou en 1963, est considéré comme obtenu sous la torture ou par intimidation. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout un arsenal pseudo-technique est mobilisé pour montrer l'impossibilité matérielle du gazage massif. Enfin, et surtout, tout ce qui peut rendre convenable, croyable,
cette épouvantable histoire, cette écœurante histoire, comment un être humain du XXe siècle et encore aujourd'hui au XXIe siècle peut faire des atrocités pareilles. Donc, tout ce qui peut rendre convenable, croyable, cette épouvantable et répugnante histoire, marquer l'évolution, fournir des termes de comparaison politique et ignorer ou falsifier. Bien sûr, tous les historiens vont se lier contre les négationnistes et pourtant, je vous assure que c'est un danger parce que ça se répand comme une traînée de poudre. Et il y a des gens qui adhèrent à ça de plus en plus parce que c'est de l'antisémitisme. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, l'antisémitisme a des ressurgissances comme ça. L'antisémitisme n'est pas mort avec la naissance d'Israël, que du contraire. Dans tous les pays du monde, il y a de l'antisémitisme, il y a des négationnistes dans tous les pays du monde. Je pourrais vous en citer en Belgique aussi, hein, en Belgique, en France, en Allemagne, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est l'Allemagne. Mais il n'y a pas qu'en Allemagne. Hein. En Allemagne, où le génocide nazi est devenu un thème particulièrement sensible de la mémoire nationale, forcément, c'est sensible. Hein. Eh bien, les partis d'extrême droite manifestent leur négationnisme, Holocaust, Leugnung, comme ils disent. Vous voyez ? Le NPD refuse de participer aux commémorations des crimes de guerre nazis. Par exemple, la minute de silence observée par le Parlement de Saxe le 21 janvier 2005. Et ils n'ont pas peur, ils le font, hein, devant les autorités. Au Royaume-Uni, les Britanniques, David Irving, ou Irving, je ne sais pas comment on dit, auteur depuis des années 1960, de nombreux livres d'histoire à succès sur la Seconde Guerre mondiale et l'Allemagne nazie, adhèrent au négationnisme. C'est pour vous dire que ce poison, ces métastases de cancer se trouvent dans nos sociétés encore aujourd'hui, malgré les commémorations que l'on fait, malgré ce qu'on essaye de nous souvenir, malgré les témoignages, il y a encore des témoignages. L'âge moyen d'un rescapé d'Auschwitz, c'est 85 ans. Bientôt, il n'y en aura plus. En Israël, les trois arguments les plus niant l'historicité de l'Holocauste sont les suivants. Ce n'est jamais arrivé. Ça a été grandement exagéré. Les Juifs le méritaient de toute façon. Certains reprochent à Hitler de ne pas avoir terminé leur travail. Et des responsables palestiniens de Cisjordanie ont dissous un orchestre pour enfants et banni son chef d'orchestre en mai 2009, mes amis, après qu'ils eurent joué pour des personnes âgées survivants de l'Holocauste. Sans parler, bien sûr, de Mahmoud Abbas, du Hamas, de Hamas. Hein, c'est évident que ces gens-là sont des antisionistes, des anti-juifs à 180%. Hein. Ce qu'ils désirent, eux, c'est bouter les Israéliens, c'est bouter les Juifs hors d'Israël. Israël qui est leur pays, hein, qui est le pays des Juifs et pas des autres. C'est leur pays. Et c'est historiquement prouvé. Et c'est bibliquement prouvé aussi. Dans tous les pays, en Iran, je pourrais vous en citer
Enfin, voilà. C'était l'objet de ma petite intervention aujourd'hui en la mémoire de toute cette victime qui ont disparu, de tous ces martyrs. Parce que là aussi, on pourrait dire des choses. Heureusement qu'on a eu le cardinal Lustiger, qui était d'origine juive, c'était un catholique, mais qui a combattu Jean-Paul II parce que les bonnes sœurs voulaient en faire un mausolée du martyr. Il est allé trouver Jean-Paul II en lui disant, s'adressant au pape, je ne sais pas comment on doit dire, Monseigneur, ou je ne sais pas, voilà, vous allez même voler nos martyrs. Et c'est là-dessus que Jean-Paul II a eu un éclaircissement en disant non, il faut que les béguines d'Auschwitz partent de là. Parce que bon, ça ne leur appartient pas, ça appartient à la mémoire juive et pas aux catholiques ni aux protestants, mais à la mémoire juive. Donc vous voyez que le monstre n'est pas terrassé, le monstre est toujours sous cape, le monstre est toujours là. Alors si on vous dit un jour, ouais, tout ça c'est de la blague, c'était pour comment créer l'État d'Israël, etc., etc. Les amis, défendons-les. Ils ont le droit d'être consolés, mais ils ont le droit d'être défendus aussi. Ah, ça ne fera pas plaisir, hein, ça va vous coûter, hein, ça c'est certain. Mais nous avons le devoir, si nous sommes juifs messianiques, et si nous appartenons, si nous reconnaissons Yeshua comme notre Messie, notre Sauveur, Yeshua qui était juif, nous avons le devoir de venir en aide et de soutenir ce peuple qui a tellement souffert et qui va encore souffrir. Parce que c'est eux qui sont dépositaires de toute la Torah, de cette Torah que nous étudions presque tous les jours. C'est grâce à eux que nous l'avons. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop dur, que je n'ai pas été trop... Merci Bernard. Merci Bernard. Merci beaucoup Bernard. Merci Bernard. Merci Bernard. Merci Bernard. Merci. Je peux intervenir Bernard. Je vais vous raconter juste une petite histoire parce que mon épouse, on s'est occupé des survivants de la Shoah pendant quelques années. Tu as connu Menaché, on a fait un livre même, Jacques Sobeski a fait un livre. Il est mort à 101 ans, et aussi sœur Eva. Eva, il est mort à 87 ans, et aussi survivant de la Shoah. Moi, j'ai posé beaucoup de questions. D'ailleurs, ils m'ont parlé de la Shoah, ils m'ont beaucoup appris, et ces Juifs, ils m'ont aussi formé de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et d'ailleurs, Eva, quand elle est décédée, moi et ma femme, on était... D'ailleurs, ils nous ont même téléphoné quand elle était décédée, on était pour son enterrement. On était devenus des amis. Et de temps en temps, on allait chez eux à la maison. Mais je vais raconter une belle histoire. C'était une journée dans la semaine. Il neigeait tellement fort qu'on ne pouvait pas se déplacer de la Louvière pour aller jusqu'à Bruxelles, au moins 50 km. Et pourtant, j'ai pris le risque de prendre ma voiture, et parce que j'avais dans mon cœur, parce qu'on avait un rendez-vous, c'était des survivants de la Shoah, pour moi c'était une grande dame, et on a été justement jusqu'à la maison. Et ça donnait un témoignage même pour toutes les familles qui habitaient à Bruxelles, qui ont visité cette grande dame, Eva. Eva, comment ça s'appelle? Weizenbaum ou Rosenbaum, une chose pareille. Weizenbaum. 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 Weizenbaum, hein, c'est son nom. Hein. Et après, on pose la question, vous venez d'où? Quand j'ai dit de la Louvière, et vous avez risqué votre vie parce que tellement c'était impossible de voyager. Oui, on est venu de la Louvière juste pour venir vous voir et pour être au mieux de vous. Tout ça, ça fait le tour de tous les enfants d'Israël en Égypte. Ça donnait un témoignage vraiment incroyable. Et c'est un souvenir.
même aussi de Ménaché, tous les fêtes, il a déjà parlé aussi dans notre communauté, il a parlé aussi de la Shoah. On a vécu vraiment des années. Et moi, je peux parler, vraiment, je peux dire que j'ai vécu pendant des années avec des survivants de la Shoah. Maintenant, j'en connais plus parce qu'ils sont partis, ils sont décédés, mais j'ai un bon souvenir. Alors, il faut toujours parler de ça. Mais Bernard, juste pour ajouter, la Shoah, s'il est venu, certains juifs disent qu'il est venu parce qu'il y a eu de l'assimilation à l'époque. Et à cause de ça, Dieu permet, c'est Dieu qui permet d'ailleurs, Dieu est celui qui permet le bien et le mal. C'est-à-dire on peut accuser personne. D'ailleurs, ça devait s'accomplir parce que c'est la Torah qui nous l'enseigne, les psaumes qui nous parlent, la Bible qui nous en parle, et toutes ces choses-là doivent être plus tard comme un jugement pour toutes les nations. D'ailleurs, il y a un passage que j'aime bien lire, c'est de Joël, le prophète Joël. C'est pour ça que j'ai mis à mon fils ce nom Joël. Ce passage, il est Joël, chapitre 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Ça, c'est Dieu qui va se venger comme toutes les nations. Pourquoi? Là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, ils l'ont fait voir, hein? Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Et c'est ça le problème. Jérusalem devient une pierre pesante maintenant pour toutes les nations. Et toutes les nations de la terre vont être jugées à rapport d'Israël. Et de plus en plus, justement, Jérusalem commence à devenir une pierre très lourde, très, très lourde. Et Dieu va changer aussi ce sionisme, Bernard, parce que le sionisme a été voulu de la part de Dieu pour que Israël reprenne la terre d'Israël. Mais nous sachons que les sionistes à l'heure actuelle, là, il y a beaucoup qui sont à l'intérieur de soi. Comme tu vois, Théodore Herzl, c'est un Illuminati, on va dire, derrière tout ça. Hein? Ce sont des francs-maçons, on va dire. Hein? Mais il y a plein de sionistes qui sont comme ça. Mais pourtant, Dieu, il s'est servi de ces juifs. Hein? Mais on doit arriver justement dans une autre étape où le juif revient à la Torah. D'ailleurs, les juifs commencent de plus en plus, étape par étape, découvrir des choses incroyables. Hein? D'ailleurs, ils attendent le Messie. D'ailleurs, c'est pas le Messie c'est un autre Messie qui vont voir. Mais il y a 4 étapes, 4 choses pour que les Juifs doivent accepter le Mashiach. Hein? Les guerres, parce que l'anti-Mashiach, il va gagner ces guerres. Et on est déjà presque dedans. Le temple, il va être rebâti et on en parle déjà, on est presque dedans. La reconstruction du temple, le retour des Juifs dans la diaspora, et après tous, ils vont être amenés à étudier la Torah. On semblerait qu'on a déjà le Messie, tout est là, mais pourtant, il y a quelque chose de très grave qui va se passer, malgré tout ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment, à l'heure actuelle, enseigner la Torah, être dans la Torah vivante, comprendre justement les prophéties, en partie, on va dire, comprendre, parce que la séduction, il va être tellement forte. D'ailleurs, je n'en parle pas du christianisme parce qu'il va être fondu complètement. D'ailleurs, il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Parce qu'il est temps vraiment qu'on retrouve ses racines et les Juifs, dans un autre côté, on retrouve le Mashiach. Les temps ils vont être plus durs et plus difficiles. Mais dans ce côté-là, de ma part, depuis des années que je suis au mieux du peuple juif et que je me suis mis au mieux des survivants de la Shoah, dans tout ce travail, dans toutes ces années qui ont parcouru, il y a encore une autre étape qui doit être faite. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, il est temps de lever la tête. Yeshua bientôt revient. Mais avant que lui revienne, il y a des choses qui vont se passer. Merci Bernard pour tout ce que tu as dit. Tu m'as même inspiré dans d'autres choses. Amen. Je voudrais bien, par quelque chose, terminer par un chant d'espérance que j'aime beaucoup et qu'on chante surtout à Yom HaShoah. La Tikva.
Oui, il y a l'Activa, mais il y a l'autre aussi que le lieutenant-colonel Avransson chante le jour de Yom HaShoah. Hein. N'oublions pas non plus que mercredi, ça va être aussi mercredi. Dimanche, ça va être l'indépendance, le jour de l'indépendance. Donc, voilà. Enfin, je vais vous faire écouter ça. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extra. Bernard, on n'entend rien. On a un mauvais son, mais on n'entend pas. On n'entend pas bien. Bernard, ça ne vaut pas la peine, on n'attend pas. C'est impossible d'attendre. On n'entend pas? Non, on n'entend rien. Non, on n'entend rien du tout. Bon, ben tant pis. C'est mieux la chanter de vivant, l'espérance. Je pense que je préfère que Joël nous chante la Tikva. OK. Vas-y, Joël. קוד בלבב פנימה, נפש יהודי הובייה, ופאתם מצחת קדימה, עין לציון צופיה. לא עבדה תקוותנו, התקווה בעצמות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, ארץ ציון וירושלים. Aussi longtemps qu'au fond du cœur l'âme juive vibre vers les confins de l'Orient, un œil sur Sion observe. Nous n'avons pas perdu notre espoir, vieux de 2000 ans, vivre en peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. Amen. 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 Pendant que Bernard prêchait, je pensais aussi à l'étude de Lionel, quand il nous a parlé de Babylone, de Babylone. Et il y a aussi une assimilation de tous les croyants qu'il y a aussi dans le monde. Ils sont assimilés à Babylone. Et comme il dit la parole, mon peuple sort de Babylone et reviennent vraiment à Israël. Et c'est pour ça qu'il y a le passage où l'Éternel permettra que tous les saints, ceux qui sont croyants, vont être mis à mort et vont être aussi persécutés. Mais celle qui est l'épouse par le Seigneur, c'est elle seulement, il va être dans un lieu de refuge pendant 3 ans et demi. On dit, le Seigneur donnera les ailes, sera peut-être dans les nations, mais gardons la Torah. Mettons-nous sous la direction de la Torah vivante avec les commandements de Dieu. Ça, c'est important. Amen. Amen. Amen.